Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci encore, on a quelques sujets à aborder cette semaine. Encore une fois, il y a un petit peu de tout. Il y a à la fois de l'histoire horlogère. Je vais faire un petit segment aussi sur des complications. En fait, ça peut être bien de vulgariser des complications petit à petit. Et donc voilà, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous aimez l'horlogerie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sinon, juste posez-vous. On va déjà aborder quelques points concernant la marque. Et le premier sujet, c'est en quoi la création de contenu, c'est devenu en fait un pilier incontournable pour Bae. Alors en fait, tout simplement, c'est juste qu'avec le temps, j'ai observé que c'est ce qui marchait le mieux. Déjà c'est facile quand on commence, parce que c'était une marque qui partait de zéro, et voilà, j'avais pas de sous, et forcément, faire du contenu, c'est assez économique en fait, dans un premier temps, ça coûte pas vraiment d'argent à faire. Faut être débrouillard, faut peut-être avoir quelques idées, mais sinon c'est assez simple, surtout dans la façon dont je l'ai fait. C'est-à-dire qu'au tout début, ça a commencé très très simplement. Alors je faisais des TikTok tout simplement, et en fait, quand je créais des bracelets, le but c'était de documenter comment ça se passait la fabrication, comment se passait surtout chaque étape de fabrication en fait. Et donc voilà, je documentais, je faisais des vidéos un peu sur soit l'histoire des bracelets, j'essayais de faire des vidéos aussi pour montrer l'aspérité et la texture si particulière du cuir de Kobe en fait. Mais ça reste des petites vidéos simples, c'est pas très produit en fait, c'est vraiment moi pendant que je travaille juste derrière, de temps en temps je prends mon téléphone et voilà, je prends quelques vidéos pour montrer chaque étape, à la fin je colle tout ensemble, en gros, et j'explique un peu comment ça se passe par-dessus, mais c'est tout, c'est pas bien compliqué. Le problème avec ça, c'est que certes, c'est simple, mais là de rien, ça prend un peu de temps, et en fait, on tourne vite en boucle. C'est-à-dire que toutes les vidéos, au bout d'un an, commencent à se ressembler, ça devient... en fait, je pourrais faire la même vidéo 1000 fois, mais c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, j'atteignais une certaine limite, et je savais qu'il fallait que je parle de choses plus larges, en fait, que j'élargisse un petit peu mon discours, tout simplement, et puis le but, c'est aussi de parler... pas que des bracelets, mais de montres aussi au total. Mais voilà, je voulais pas tourner en boucle, et donc j'ai pris la décision de m'organiser autrement, sachant qu'un TikTok, j'y passais quand même environ 1 heure. Je pense juste pour le montage sur mon téléphone. L'air de rien, ça prend un peu de temps. Et quand on en fait plusieurs par semaine, en fait, ça va vite. On a vite une demi-journée ou une journée de prise pour ça, quoi. Entre les recherches d'idées, les montages, les machins, les postages, répondre aux gens. C'est vrai que ça prend du temps. Mais en même temps, c'est utile puisque, comme je disais avant, je suis complètement tributaire de cette création de contenu puisque j'observe très bien que quand on fait des vidéos, il y a plus de ventes. Quand on fait moins de vidéos, il y a moins de ventes. Donc à partir de là, il faut quand même prendre la chose un petit peu plus au sérieux. Et donc j'ai pris la décision de m'y prendre un petit peu autrement, et c'est justement ça que je voulais surtout aborder là. C'est vraiment, quand on est une marque naissante, quand on est tout seul, oui, il faut faire du contenu, mais ça peut être compliqué. Parce qu'il faut essayer de faire du contenu régulier, donc il faut que ça sorte quand même assez régulièrement, mais voilà, moi le gros du travail en fait, le gros de mon travail, c'est pas de faire des vidéos, c'est de fabriquer des bracelets. Donc il faut arriver absolument à trouver une solution pour simplement arriver à créer ces vidéos régulièrement, et que ça prenne en fait surtout le moins de temps possible. C'est ça qui est important. Et donc c'était tout le sujet de la vidéo que je voulais aborder aujourd'hui, en tout cas pour ce segment-là. Et donc comment est-ce que je m'y prends? Globalement, là il y a dû avoir que les premières vidéos à être sorties sur la chaîne, mais globalement j'essaie de me fixer 1 heure dans la semaine. Comment ça se passe? En fait, durant la semaine, faut que j'arrive absolument à écrire 4 à 6 sujets. Ces sujets, ça peut être, comme je disais au début de la vidéo, des sujets sur le projet, sur ce projet en fait, les bracelets, ce qui se passe un petit peu dans la vie du projet, ce qui est à venir, voilà, les questionnements peut-être que je peux avoir, etc. Il y a la partie plutôt création de contenu éducatif, plutôt on va dire, donc c'est là où je commence à faire peut-être des vidéos à propos de certaines histoires horlogères, de certaines marques, certaines montres, etc. Et puis là, comme on le verra plus tard aujourd'hui aussi, commencer à peut-être vulgariser et expliquer certaines complications. Ça peut être une série de vidéos sympas, je pense. Et donc en fait, j'écris 4 à 6 sujets par semaine, qui doivent être assez courts, faut que ça tienne en 5-10 minutes chacun en gros. Et en fait, tout ça donne exactement ce que je suis en train de faire là.
ça donne une grande vidéo avec tous ces sujets dedans. Cette grande vidéo, c'est le format podcast, on va dire, qui déjà est posté une première fois sur YouTube. Ensuite, l'idée, voilà, c'est forcément d'aller découper chacun de ces sujets et de les reposter de façon séparée, d'en faire des vidéos séparées en fait. Donc déjà, entre la grande vidéo et on va dire en moyenne 5 sujets en plus, bah ça fait 6 vidéos par semaine. Ce qui est déjà pas mal, mais ça c'est pour les formats, on va dire, long, moyen format. C'est ce qui reste sur YouTube. Ce qui se passe ensuite, c'est que toutes ces petites vidéos, justement, chacun de ces sujets de 5 à 10 minutes, l'idée, bah voilà, ça va être de les clipper et d'en prendre certains extraits pour en faire justement des shorts, des reels, des formats courts en fait, tout simplement, et de les reposter cela. Donc c'est pas une nouvelle technique du tout, hein, évidemment, je pense qu'aujourd'hui c'est utilisé absolument par tout le monde, parce que bah, c'est ce qui est le plus efficace, c'est ce qui prend le moins de temps, c'est ce qui fait faire le plus de contenu possible, et voilà, ça permet derrière de faire vivre la marque, entre guillemets, avec le moins d'efforts possible, parce qu'encore une fois, malheureusement, on a des contraintes de temps, et voilà, derrière, il y a des commandes à faire, à préparer, il y a des produits à... Oula, et il y a les produits à fabriquer en fait, tout simplement. Et ah oui, alors c'est marrant, il y a un autre truc que j'essaye de regarder en ce moment, alors le problème c'est que ça marche pas bien en français. En fait, de plus en plus, il y a des outils et des plugins qui existent pour faire du montage à ma place. Parce que c'est vrai que ça me fait quand même des gros rushs, ça prend un peu de temps à tout dégrossir, à remonter tout ça. Mais je sais que typiquement, là j'utilise CapCut, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'outils d'IA qui permettent de gagner du temps, et notamment des fonctions de... En fait, ça fait le montage tout seul, parce que ça peut supprimer tous les blancs, tous les tics de langage, etc. Mais pour l'instant, ça marche que en anglais. Donc c'est dommage, j'espère que ce sera disponible en français bientôt, parce que ça fait littéralement économiser des heures et des heures, donc je surveille ça de près. Et voilà, encore une fois, le but c'est d'essayer d'optimiser un minimum son temps pour pouvoir se consacrer à d'autres choses tout simplement. Donc voilà, s'il y a des gens qui regardent ça, peut-être que ça peut soit aider quelqu'un, soit voilà, j'aimerais bien un certain retour, il y a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des gens qui ont des idées. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont plus d'expérience que ça, c'est pas mal. Je suis aussi ouvert à prendre des idées autres, et sinon, si ça peut peut-être aider quelqu'un, bah tant mieux. Maintenant, voilà, honnêtement, j'ai pas inventé l'eau chaude, ça fait bien 5-6 ans que cette façon de créer du contenu existe et est assez démocratisée, mais donc voilà, je pensais que c'était peut-être un peu intéressant de parler de ce sujet-là, surtout parce que bah, c'est le moment où je commence à appliquer ce truc-là, en fait, tout simplement. Donc je suis en plein dedans et ça me concerne. Donc voilà, donc ça c'était le premier petit sujet. Ensuite, bah sinon c'est quoi les projets? Alors, les projets pour la marque, là c'est vrai que, en fait je voulais vous raconter un peu c'est quoi qu'on fait maintenant, mais surtout c'est quoi qui sera à venir, et c'est quoi un petit peu les plans moyen, long terme, parce qu'on parle pas que de bracelets. Donc comment ça a commencé en fait? À l'origine, moi en fait je voulais surtout faire de l'achat-revente de montres. Le problème avec ça, c'est que, faut être très honnête, ça demande un sacré capital de départ. Encore une fois, pas forcément... C'est vrai qu'on peut aussi très bien commencer avec des montres plus modestes et commencer à faire à snowball comme ça en fait, et à faire effet de boule de neige, mais honnêtement moi je voulais commencer avec des montres qui soient plutôt du type King Seiko, voilà, dans ces eaux-là, dans cette gamme-là on va dire, et en dessous je pense que l'énergie que ça prend quand même, le faire avec des modèles moins chers, je sais que j'aurais quand même beaucoup plus galéré, et je sais pas si j'aurais tenu le coup sur le temps en fait. Ouais, je sais pas si j'aurais tenu le coup sur la longueur avec des petites montres comme ça au début. Donc en fait je voudrais commencer cette activité là petit à petit, mais avec des montres qui soient quand même déjà un petit peu plus haut de gamme, bien que ça reste quand même assez modeste, et puis surtout pour que ça reste dans l'ADN du projet, des modèles qui soient quand même plutôt japonais. Donc ça c'est vraiment l'idée moyen terme on va dire, et en fait c'était pas possible, tout simplement parce que voilà, j'avais pas les fonds, et créer des bracelets c'était beaucoup plus simple. Alors ça demandait plus de débrouillardise parce qu'il a fallu quand même apprendre à les faire, il a fallu trouver les artisans, trouver les tanneries avec lesquelles je travaillais. Donc c'était beaucoup de débrouillardise au début, mais au final ça n'a pas demandé tant de fonds que ça, ne serait-ce que le moment où il a fallu un peu se lancer et où il y a dû avoir quand même certaines dépenses au niveau du cuir qui lui est très onéreux. Et puis voilà, mais je me mets pas la pression du tout, ça va se faire petit à petit, et ça arrivera quand ça arrivera, voilà, tout simplement. J'oublie pas non plus que voilà, je reste aussi, ça me prend pas mal de temps aussi de faire les bracelets bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose que je fais plutôt en tâche de fond, et puis qui va avancer en fait tout simplement petit à petit. Donc ça c'est plutôt pour du moyen terme. Pour le long terme, bah l'idée, je vous le cache pas, c'est tout simplement de créer une montre en fait. L'avantage c'est qu'on a déjà les bracelets,
Et après, j'ai discuté avec quelques personnes aussi en ce qui concerne le boîtier. Alors le boîtier, je suis pas encore sûr en fait de la forme finale, mais je sais la finition. En fait, le boîtier sera texturé, et donc je sais la finition que je veux. Je sais la matière que je veux aussi, parce que je veux que ce soit un boîtier en argent absolument. Mais voilà, je suis pas encore complètement sûr de la forme du boîtier à avoir, et puis tout n'est pas possible aussi selon les personnes avec qui je discute. Voilà, certains artisans me disent que certaines choses sont possibles, d'autres pas, donc c'est en discussion, et puis enfin, en réalité d'ailleurs je n'ai pas trouvé la personne finale qui puisse faire ça. C'est surtout de la recherche pour le moment, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui avance aussi en tâche de fond, sachant que le travail se fera surtout sur le boîtier, sur le cadran, le bracelet forcément. Par contre c'est sûr que ce sera pas un mouvement personnalisé, en tout cas ce sera pas un mouvement fait exprès. Forcément, on se fournira, enfin j'achèterai des mouvements quand même haut de gamme, je mettrai pas du NH35 dedans quoi par exemple. Donc ce sera pas des petits mouvements Seiko, ce sera des mouvements quand même qui seront plus haut de gamme, mais on se fournira en mouvement forcément parce que c'est la partie la plus compliquée. Donc voilà, ça c'est vraiment mon plan pour la marque au global, vous savez tout. Il y a une autre idée aussi que j'ai, mais qui s'inscrit pas trop dans cet univers Japon, et je sais pas trop quoi en faire, parce que j'essaie de me renseigner aussi, et j'ai du mal à avancer avec ce projet-là. Ce serait des bracelets faits à partir de cuir qu'il y a dans les voitures de luxe. En fait, je vois bien qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui ont aussi une grande passion pour les voitures, pour les belles voitures. Voilà, je pense qu'on a déjà tous vu sur Instagram les mecs qui prennent leur montre en photo avec le volant, avec le gros logo de la voiture derrière. Et en fait, il y a souvent certaines passions qui vont ensemble, et j'ai l'impression que pour le coup, ces deux passions-là sont assez liées, et en tout cas c'est quelque chose que je vois quotidiennement. De plus en plus, je pense que ça peut être une bonne idée d'arriver à sourcer du cuir qui provient de voitures, mais de belles voitures, de supercars, ou de voitures de collection, des voitures vintage, et de prendre ce cuir et d'en faire des bracelets. Et je pense que ça peut être incroyable pour les collectionneurs, peut-être qu'ils vont avoir leur voiture et leurs bracelets qui vont être en set en fait, qui vont être ensemble. Donc ça peut être un des cas de figure, et sinon ça peut juste être un passionné de voitures vintage peut-être. Et voilà, si nous on aura réussi à récupérer peut-être un siège ou quoi, certaines parties en fait de la voiture, on va pouvoir peut-être récupérer assez de cuir pour pouvoir voilà, faire quelques bracelets. Et l'idée c'est que ça provienne de beaux modèles en fait, que ce soit vintage ou récent, mais voilà, des voitures très prestigieuses en fait. Mais du coup la question c'est est-ce que c'est facile de se fournir en cuir comme ça? Pour l'instant j'ai pas trouvé, et je pense qu'en fait il faut aller voilà, il faut que j'aille voir des garages spéciaux, hein, des garages spéciaux, des garagistes, voilà. Si vous avez des contacts, pareil, écrivez-moi, encore une fois, je suis toujours à la recherche de contacts aussi. Et si vous vous y connaissez en voiture, vous saurez aussi probablement mieux que moi comment sourcer ce genre de matériaux. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je n'ai ni les contacts, ni le savoir en question, quoi, tout simplement. Mais je cherche, pareil, de temps en temps, c'est quelque chose qui avance un peu en toile de fond, mais c'est vrai que ça s'inscrit moins dans le reste de ce que je fais, en fait. Il y a pas du tout ce côté Japon, etc. Voilà, à la rigueur, si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je donne l'idée. Je pense que c'est une idée sympa, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, ça peut intéresser du monde, je pense, surtout les collectionneurs. Mais en soi, pour l'instant, je suis au stade 0, quoi. Donc c'en est tout pour les... Alors là, c'était les 3 petits sujets un petit peu... C'était les 3 petits sujets concernant le projet. Et là, on va enchaîner avec les sujets plutôt horlogers. Et on va enchaîner tout simplement avec une complication et essayer d'expliquer la première complication horlogère de cette série de vidéos, donc, qui est la phase de lune. En fait, la phase de lune, c'est une complication qui est assez fascinante, mais qui ne sert pas à grand chose au final, mais c'est plutôt une complication poétique en fait. Et si vous savez pas ce que c'est tout simplement l'apparence d'une lune vue depuis la Terre, forcément. La lune tourne autour de la Terre environ tous les 29,5 jours. Pendant ce cycle, on la voit passer de la nouvelle lune à la pleine lune, puis encore une fois revenir à la nouvelle lune. Et c'est justement ce cycle que la complication cherche à reproduire sur votre poignet. Mais dans le monde de l'horlogerie moderne, on attribue souvent l'invention de la complication de phase de lune
à Thomas Mudge, un horloger anglais du XVIIIe siècle. En 1762, Thomas Mudge crée la première montre de poche avec une complication de phase de lune précise. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des siècles, de nombreux horlogers ont perfectionné cette complication. Des noms comme Breguet, Patek Philippe ou encore Lange. Ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice, rendant les phases de lune de plus en plus précises et esthétiques. Mais alors, comment ça fonctionne une phase de lune? Le mécanisme de base est assez simple en théorie. Il comprend généralement un disque rotatif avec de lune, une fenêtre découpée sur le cadran et un mécanisme d'entraînement. Le disque tourne lentement, faisant apparaître la lune dans différentes phases à travers la fenêtre. Un cycle complet prend 29,5 jours sous la durée d'un mois lunaire. Mais voici où ça devient intéressant. Le vrai défi pour les horlogers, c'est la précision. Un mois lunaire fait exactement 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Les premières complications de phase de lune avaient une erreur d'1 jour tous les 2,5 ans. Pas mal, mais pas parfait. Aujourd'hui, les meilleures complications de phase de lune sont si précises qu'elles ne nécessitent un ajustement que tous les, tenez-vous bien, 122 ans. Certaines vont même jusqu'à 1000 ans. Alors il y a plusieurs types de phases de lune qui existent. Premièrement, on a la phase de lune simple. C'est la plus courante. Elle montre simplement la phase actuelle de la lune. Il y a aussi la double phase de lune. Elle montre les phases de la lune dans les deux hémisphères. Il y a aussi la phase de lune astronomique, c'est la plus précise, souvent trouvée dans les montres haut de gamme. Chaque type a sa propre beauté et son propre niveau de complexité technique. C'est fascinant de voir comment les horlogers ont réussi à miniaturiser le mouvement des corps célestes sur nos poignets. Au-delà de la technique, les phases de lune sont appréciées pour leur beauté. Imaginez un petit disque en or ou en nacre, parfois parsemé d'étoiles, tournant lentement sur votre écran. C'est comme avoir un petit morceau du ciel nocturne au poignet. Les horlogers rivalisent de créativité pour rendre leur phase de lune unique. Certains utilisent des matériaux précieux, comme le lapis lazuli pour le ciel nocturne, d'autres gravent des visages détaillés sur la lune. C'est vraiment là où l'horlogerie devient un art. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur la complication de la phase de lune, l'année de sa création, son inventeur, et aussi maintenant vous savez vraiment à quoi ça ressemble, avec plusieurs exemples de phases de lune différentes. L'histoire d'après, je voulais qu'on reste justement sur ce thème japonais, et en fait, je voudrais qu'on refasse un petit peu l'histoire de Seiko et Grande Seiko. Parce que c'est quand même des marques qui ont marqué en fait. Alors déjà, il faut savoir si vous considérez que c'est juste une marque ou deux marques différentes. Mais c'est sûr qu'elles ont marqué ce monde-là, le monde de l'horlogerie. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Moi aussi, il y a plein de choses que je savais pas quand j'ai fait ces petites recherches. J'espère qu'on pourra tous y apprendre quelques petites choses. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de remettre les pendules à l'heure, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de haters de Grande Seiko, et puis de rappeler pourquoi c'est si important en fait. Imaginez un monde où le temps n'était pas mesuré avec précision, un monde où chaque seconde comptait, mais où personne ne pouvait vraiment la compter. C'était le monde avant Seiko. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de deux marques qui ont révolutionné l'industrie horlogère, Seiko et Grande Seiko. Notre histoire commence en 1881. Dans les rues animées de Tokyo, un jeune homme de 21 ans ouvre une petite boutique de réparation de montres. À cette époque, les montres sont rares et précieuses au Japon, mais il a une vision. Il veut créer des montres de haute précision, accessibles à tous. Cette vision audacieuse donne naissance à Seiko, une promesse ambitieuse que la marque s'efforcera de tenir tout au long de son histoire. Les premières années de la marque sont marquées par une innovation constante. En 1895, il produit la première horloge de poche made in Japan, la Timekeeper. C'est un moment crucial qui marque le début de l'industrie horlogère japonaise. Mais il ne s'arrêta pas là. En 1913, il crée la première montre-bracelet japonaise, le modèle Laurel. Cette montre représente un défi technique considérable. Contrairement aux montres de poche, les montres bracelets doivent fonctionner dans diverses positions et résister au mouvement du poignet. Seiko relève ce défi avec brio, posant les bases de sa future réputation d'excellence. Parlons maintenant de la mécanique horlogère. Au cœur de chaque montre mécanique se trouve l'échappement, un mécanisme complexe qui régule la libération d'énergie du ressort moteur. L'échappement traditionnel, appelé échappement à encre, a dominé l'horlogerie pendant des siècles. Mais en 1959, Seiko révolutionne ce concept avec l'introduction de l'échappement Magic Lever. Le Magic Lever est une invention qui améliore significativement l'efficacité du remontage automatique. Dans une montre automatique, les mouvements du poignet font tourner un rotor qui remonte le ressort moteur. Le Magic Lever, lui, utilise un système de levier qui convertit le mouvement du rotor en énergie de remontage dans les deux sens de rotation, augmentant ainsi l'efficacité du système de 30%. C'est une avancée majeure qui illustre parfaitement l'esprit d'innovation de Seiko. Mais l'innovation la plus révolutionnaire était encore à venir. En 1969, Seiko lance la première montre à quartz au monde, l'Astron. Cette invention change radicalement l'industrie horlogère. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une montre à quartz
et pourquoi ça a révolutionné toute l'industrie. Contrairement aux mécaniques qui utilisent un balancier oscillant pour mesurer le temps, cette montre à quartz utilise des vibrations d'un cristal de quartz. Lorsqu'on applique une tension électrique à un cristal de quartz, il vibre à une fréquence extrêmement stable de 32 768 Hz. Ces vibrations sont ensuite converties en impulsions électriques qui font avancer les aiguilles de la montre. Le résultat, une précision sans précédent. Alors qu'une bonne montre mécanique peut varier de quelques secondes par jour, la Seiko ne variait que d'1 seconde par mois. De plus, avec moins de pièces mobiles, les montres à quartz seraient plus robustes et moins chères à produire. Cette innovation a démocratisé la précision horlogère, la rendant accessible à tous. Mais l'histoire de Seiko ne s'arrête pas à la révolution du quartz. En parallèle de ces avancées technologiques, Seiko poursuit un autre rêve, créer les meilleures montres mécaniques au monde. C'est ainsi que naît Grande Seiko en 1960. Cette marque représente le summum de l'artisanat horloger japonais. Chaque montre est un chef-d'œuvre de précision, fabriqué à la main par des maîtres horlogers. Mais qu'est-ce qui rend cette marque si spéciale ? Tout d'abord, il y a l'obsession de la précision. Ces mouvements sont réglés dans 6 positions différentes et dans 3 températures différentes pour assurer une précision optimale dans toutes les conditions. Cette norme est encore plus stricte que le standard chronométrique suisse COSC. Et puis ensuite, il y a le souci du détail. Grande Seiko utilise une technique de polissage unique et cette technique transforme les surfaces de la montre en miroir. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. En 1999, ils ont introduit le mouvement Spring Drive. Une fusion unique de mécanique traditionnelle et de technologie moderne. Le Spring Drive est une véritable prouesse d'ingénierie. Il utilise un ressort moteur comme source d'énergie, comme une montre mécanique traditionnelle, mais au lieu d'un échappement mécanique, il utilise un régulateur électromagnétique contrôlé par le quartz. Le résultat est un mouvement d'une fluidité incomparable. La trotteuse glisse silencieusement autour du cadran sans le moindre à-coup, une représentation plus fidèle du passage continu du temps. Le Spring Drive offre également une précision exceptionnelle pour un mouvement alimenté par un ressort. Avec une variation de seulement quelques secondes par mois, c'est un parfait exemple de la façon dont ces marques continuent à repousser les limites de l'horlogerie en combinant tradition et innovation. Aujourd'hui, Seiko et Grande Seiko continuent d'innover, ils sont à la pointe de la technologie des montres solaires, avec leur ligne Astron GPS Solar qui se synchronise automatiquement avec des satellites GPS pour ajuster l'heure et le fuseau horaire. Ils explorent également de nouveaux matériaux, leur alliage Spron, utilisé pour les ressorts moteurs et les spiraux. Cela offre une résistance exceptionnelle au choc et au magnétisme, améliorant ainsi la durabilité et la précision des montres. L'histoire de cette marque est donc celle d'une quête incessante de précision et d'innovation, de la première horloge de poche japonaise à la révolution du quartz, du polissage au Spring Drive. Ces marques ont constamment repoussé les limites de ce qui était possible en horlogerie. Mais au-delà de la technologie et de la précision, elles incarnent l'esprit japonais de l'art de fabriquer des choses avec dévouement et maîtrise. Chaque montre est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération, perfectionné au fil des décennies. Des montres qui ont changé le monde, une seconde à la fois. Ah là là. Bon, ça c'était pour la présentation justement de la première marque aussi dont je voulais parler. C'est sûr que ça fait... ça reste dans le thème, ça fait référence un petit peu à cet esprit japonais que je travaille pour le moment avec le projet. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé par mes bracelets, je vous encourage à aller dans la description. Il y a un lien, voilà, maisonmae.com/offre50. Voilà, je peux vous rembourser en fait jusqu'à 50 € sur votre achat de bracelet. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour, au moins juste, vous pouvez très bien vous renseigner sur l'histoire de mes bracelets et du fait qu'ils soient faits en cuir de bœuf de Kobe, un cuir qui était utilisé en fait pour faire des armures au XVIe siècle au Japon. Si ce projet ou les petites vidéos que je peux faire à côté concernant l'horlogerie vous intéressent, bah je vous invite tout simplement en fait à suivre la chaîne, voilà, ce sera bien sympathique tout simplement. Et toujours si ça vous intéresse, sachez qu'il y a aussi un compte Instagram, un compte TikTok qui vont aussi de pair avec cette chaîne. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et à plus tard.